Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux présents. Donc, je réponds d'abord effectivement à une question de Katia. Oui, tout à fait, le support sera mis à votre disposition à la fin de notre échange, enfin, de cette présentation. Voilà, donc en théorie, vous devez tous bien m'entendre et me voir et voir également le support. Voilà, super, merci beaucoup pour la confirmation. Alors, on attend quelques participants ce matin. Très bien, merci pour votre retour, c'est parfait. On attend encore quelques participants ce matin, donc je vous propose quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà. Je suis ravie, en tout cas, moi, de pouvoir partager cet échange avec vous ce matin. Sujet d'actualité à certains égards. Depuis la Côte d'Ivoire, d'accord, très bien, ben on est loin. C'est bien, c'est international. Parfait. Voilà, je vous propose qu'on attende peut-être jusqu'à 11h05 au plus tard et puis on pourra y aller. Voilà, 319 qui sont présents. Très bien, merci Claudia, je suis ravie que vous puissiez bénéficier à la fois du son et de l'image. Ce sera quand même plus interactif pour vous, effectivement. Fontenay-sous-Bois, très bien. Oui, pour démarrer, je vais pouvoir vous proposer de répondre à un sondage qui va nous permettre de prendre un peu la température de ce que vous avez déjà comme idée sur le sujet de la violence, enfin, des violences internes, des conflits, des incivilités. Donc, je vais ouvrir les votes, je vais le laisser ouvert et puis je vous laisse y répondre le temps que voilà, les personnes puissent se connecter. Et puis, je vais démarrer gentiment avec voilà, un peu de présentation de mon côté, un petit peu de présentation également du groupe JLO. Bonjour du 49. Et puis, alors, petit point d'animation, je vous propose évidemment, si vous avez des questions, de pouvoir me poser les questions dans le chat. Je suis accompagnée ce matin d'Emmanuel Bonatti qui va m'aider à co-animer ce webinaire, notamment pour les questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat de manière à ce que je puisse échanger avec vous. Alors, je vois Sylvie qui m'indique qu'elle n'a pas de son, pas d'image. A priori, il semblerait que je n'ai pas... Voilà, il faut rafraîchir la page. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer, il est 11h05. Et puis, donc, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Voilà, je vais laisser le sondage ouvert, hein, le temps de démarrer mes présentations. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis Laetitia Giron, je suis experte santé au travail au sein du groupe JLO. Je suis spécialisée sur les interventions en prévention primaire des risques psychosociaux et secondaires. Alors, primaire, hein, tout ce qui va être plan d'action, évaluation, diagnostic des risques psychosociaux, accompagnement également des plans d'action, au plan d'action des directions et également des comités de pilotage, et également donc, sur la partie secondaire dans l'élaboration, la conception et l'animation de formations touche de près ou de loin la prévention des risques psychosociaux et le développement de la qualité de vie au travail. Voilà, le groupe JLO, c'est
un groupe qui a été créé par Jean-Luc Audeillard en 2005. C'est également voilà, un ensemble d'agences réparties sur le territoire national voilà, qui nous permet évidemment de pouvoir intervenir sur toute la France, donc 13 agences et bureaux, une centaine de collaborateurs, dont principalement des métiers RH, psychologues et ergonomes. Je suis moi-même avec le titre de psychologue du travail. Et un ensemble de sujets que nous couvrons au travers des sujets de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques physiques et psychosociaux, du développement des politiques handicap, de la diversité et encore bien d'autres sujets qui viennent couvrir l'entièreté du champ de la qualité de vie au travail. Voilà, je viens de vous raconter ce que le groupe GELO fait, donc je vais pas m'attarder sur cette présentation. Voilà, donc on est positionné sur le sujet de la qualité du travail très large et évidemment, bien sûr, aussi sur le sujet de la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Pour notre présentation ce matin, je viendrai évoquer le sujet donc, des violences internes sous l'angle déjà d'une actualité qui concerne les modalités du travail. Vous présenter quelques définitions également pour avoir les idées claires et qu'on partage un cadre commun dans les définitions. Le cadre légal, il est important, il vient circonscrire le sujet et la thématique. Et puis enfin, vous donner quelques pistes de réflexion sur que mettre en place dans ce type de situation. Voilà, alors effectivement, notre réflexion, elle a tout d'abord porté sur le fait que les nouvelles modalités du travail, d'organisation du travail, elles tendent à complexifier les relations interpersonnelles. Et ça peut se traduire parfois par des incivilités, voire même de la violence. Et alors même que l'obligation légale, notamment celle de l'employeur, nous oblige à nous emparer du sujet, n'empêche que quand on est sur le terrain et qu'on est confronté à ces situations, eh bien, malheureusement, nous sommes parfois un peu dépourvus. Donc, je vais essayer de vous donner des éclairages. Voilà, donc je vous ai d'abord posé une première question donc, dans le sondage, donc je vous invite à y répondre. Voilà, alors je vais vous laisser 30 secondes de poser de fermer les votes pour qu'on puisse en échanger rapidement. Voilà, encore 1 ou 2 secondes et puis je vais fermer. Je vois que les résultats ne bougent plus, c'est qu'a priori, tout le monde y a participé. Voilà. Est-ce que vous avez tous pu observer le sondage? Donc, avez-vous déjà perçu des violences au sein de votre organisation, des conflits, des propos inadaptés, des incivilités numériques, par exemple, hein, il y en aurait d'autres à citer, mais juste quelques-uns comme ça. Donc, jamais, oui, de temps en temps, ou très souvent. Voilà. Donc, je vais maintenant fermer les votes. Et je partage les résultats. Et en fait, nous avons 7% d'entre vous qui ne détectent pas, ou en tout cas n'ont jamais perçu de violence au travail. 74% d'entre vous qui me répondent de temps en temps. Et puis 19 qui me disent oui très souvent. Ce qui me donne donc beaucoup de motivation pour vous parler de ce sujet maintenant. Et de pouvoir le balayer avec vous pour vous donner des pistes. Il y a d'autres sondages, Laurence, que je vais faire passer, donc vous aurez l'occasion de pouvoir répondre au prochain, si cette fois-ci vous n'avez pas eu la possibilité de le faire. Alors, les nouvelles modalités du travail, en fait, c'est aussi balayer l'usage des outils numériques, l'individualisation du travail et les enjeux du droit à la déconnexion. Alors bon, évidemment, j'enfonce un peu une porte ouverte parce que ce sujet est quand même non seulement d'actualité, mais en plus récurrent. C'est l'émergence notamment des nouveaux modes de travail et de collaboration, notamment par le fait qu'on utilise de façon massive des technologies de l'information et de communication. Lié aussi au fait du télétravail renforcé. Donc là, on est quand même passé en début d'année à un télétravail ultra renforcé, à un télétravail qui commence à s'alléger là à compter du 2 février, si je ne me trompe pas.
C'est aussi un télétravail qui est en lien avec une évolution aussi du droit à la déconnexion, par exemple, donc des accords qu'on met en place au sein des entreprises. Et donc tout ça, ça vient tendre à bouger notre manière de travailler, à le changer. Et indirectement, ça vient aussi augmenter les risques psychosociaux, voire générer des facteurs de risque que jusqu'ici on n'avait pas tendance à évaluer. Pour compléter mon propos, nous avons aussi donc les impacts de la réorganisation de ces modes de travail, avec le fait d'utiliser des outils numériques dans un usage intensif du fait du télétravail, donc qui peut générer des impacts, notamment des mises en retrait, où on va avoir des personnes qui vont avoir tendance à s'écarter du collectif, à rester chez elles, plutôt dans des échanges qui sont en distanciel. L'utilisation massive des nouvelles technologies, là, on a tous en tête. L'outil que j'utilise aujourd'hui c'en est un. Mais vous utilisez peut-être, je ne sais pas, Teams, vous utilisez peut-être Skype, pour vos outils collaboratifs en distanciel. Et c'est aussi des réorganisations des modes de travail, c'est-à-dire que, par exemple, vous aviez des réunions le matin de lancement. Aujourd'hui, ces réunions, elles n'ont plus lieu en présentiel dans une salle collective, elles ont lieu en distanciel. Oups, je suis allée un tout petit peu vite. Et ça a comme impact quand même de changer notre manière de travailler et de nous apercevoir qu'on a cet impact-là qui influence notre mode de fonctionnement et la manière dont on a de travailler. Alors, jusqu'ici, c'est encore une fois, j'enfonce certainement une porte ouverte, mais on a aussi des éclairages depuis maintenant quelques temps avec des chiffres. Donc, on sait par exemple que jusqu'ici, on avait 3,6 jours de télétravail par semaine contre 1,6 en 2019. On a 80% des Français qui estiment que globalement, ils sont satisfaits du télétravail. On a aussi des salariés qui vont attribuer une note de satisfaction moyenne de 7,2 au télétravail. Jusqu'ici, c'est plutôt positif, c'est assez plébiscité. 55% des salariés qui se sentent plus concentrés et plus efficaces en télétravail, moins d'interruptions dans les tâches, moins de sollicitations par l'extérieur, etc. On a 54% des salariés qui ont le sentiment d'avoir une plus grande capacité d'innovation et d'être plus créatifs en télétravail, peut-être aussi du fruit de cette concentration qui est donc plus davantage possible. Et puis, on a 72% des salariés qui déclarent moins de fatigue en travaillant à distance. Alors, peut-être aussi du fait d'avoir moins ce temps de trajet. Alors, en plus, si on est francilien, on le sait, ça tend à augmenter les temps de trajet pour aller entre le travail et le domicile. Voilà, donc on voit qu'on a plutôt des chiffres qui sont positifs. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a malgré tout 80% des Français qui déclarent avoir une perception positive de leur vie en général, mais c'est un peu nuancé par le fait que certains d'entre eux montrent un état de signe dépressif. Alors, on sait aussi que la période de confinement du mois de mars, avec le fait de jongler entre le télétravail, l'école à la maison, plus une crise sanitaire qui est quand même très anxiogène, ça a eu un impact sur la santé des Français et des salariés. Ce qu'on sait également, c'est qu'on a 26% des Français qui montrent des signes d'un état anxieux. Moins d'interaction, c'est aussi pas un moyen, mais en tout cas, c'est aussi un impact du fait de ne pas pouvoir délivrer l'anxiété qui nous est traversée à certains moments, puisqu'on n'a peut-être pas son collègue à portée de main avec qui partager la difficulté qu'on rencontre sur l'instant. On a 70% des Français qui déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. Et enfin, on a 10% qui ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Alors, on voit bien que malgré tout, ces chiffres-là, ils viennent à nuancer l'appropriation que nous avons du télétravail et ce télétravail-là, et aussi l'impact qu'il peut avoir sur nous. Alors, je passerai sur d'autres sujets parce qu'il y a d'autres webinaires que nous avons animés sur ce sujet, mais l'impact du télétravail, notamment sur les troubles musculo-squelettiques, sur problématiques de santé aussi physiologiques. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que ça. Alors, pour compléter mon propos sur cet état des lieux en termes de télétravail, il y a aussi le fait que l'individualisation du travail mène à un éclatement des collectifs. Alors, l'individualisation, je vais vous en parler avec un petit peu plus de détails.
Donc l'individualisation qui est aussi le fait de travailler seul. Alors évidemment, le télétravail, bien souvent, on travaille seul. Donc, on voit aussi qu'on est dans une interaction qui est différente, hein. Elle n'est pas plus existante, elle est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette interaction, elle est basée beaucoup sur les outils numériques. Voilà, donc je vais vous développer aussi ça pour qu'on comprenne davantage de quoi il en ressort quand on parle de ces violences internes, puisque là, je vous ai planté le décor au travers d'un contexte socio-économique et sanitaire qui vient impacter nos modalités de travail et qui a généré une émergence de l'utilisation des outils numériques. Je vais... Ah là là, pardon, excusez-moi, voilà, hop là. Je me fais un petit tour sur le chat pour vérifier s'il y a des questions auxquelles éventuellement je peux déjà répondre. Donc, d'où sortent les chiffres? Alors, en fait, vous avez toutes les sources qui sont en bas dans les pages, donc vous aurez accès au diaporama, donc je vous laisserai les consulter. C'est le résultat d'une moyenne tout à fait, et il s'agit d'une moyenne concernant... Bon, voilà. Donc, concernant les définitions, je vous propose qu'on les partage maintenant. Et voilà, et que je vienne déjà vous expliquer ce qu'on entend, nous, par violence interne. Alors, les violences internes, ça prend différentes formes. Si d'ailleurs, je vous avais posé la question là en entrée de jeu, vous m'auriez probablement répondu « Ah, c'est des insultes, c'est des coups, c'est aussi l'isolement, peut-être, de la mise au placard. » Voilà. Donc, parmi les différentes formes de violences internes, on va retrouver effectivement des violences qui sont physiques, mais des violences également sexuelles, des violences verbales et des violences psychologiques. Les violences internes, elles peuvent se manifester entre personnes qui vont appartenir à une même organisation. Je fais le focus aussi sur les violences internes parce que nous avons aussi, dans la typologie des facteurs de risque psychosociaux, les violences externes qui sont en lien avec les exigences émotionnelles. Les violences externes sont celles que nous recevons depuis l'extérieur de notre entreprise, des fournisseurs, des clients, des prestataires, des usagers, etc. Là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ce qui se passe au sein de notre organisation et comment on en arrive à des situations qui ont dégénéré et qu'on n'arrive plus à contrôler et à maîtriser. Donc là, aujourd'hui, les violences internes, c'est au sein de notre organisation, entre collègues, entre supérieurs hiérarchiques ou entre subordonnés. Ce sont aussi des situations où les personnes sont potentiellement maltraitées, menacées, agressées dans des circonstances qui sont liées à leur travail et qui mettent explicitement ou implicitement à l'épreuve leur sécurité ou leur bien-être ou leur santé. Voilà, donc ça, c'est la définition. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes peut-être très familiers avec la définition du harcèlement qu'on va évoquer là, vous retrouvez des éléments du Code du travail qui le reprennent. Alors, pour autant, les violences internes, elles ont des caractéristiques avec une typologie établie. C'est-à-dire, globalement, on peut les nommer, on peut les identifier. Elles sont aussi souvent en lien avec des causes multiformes. Alors, ce n'est pas juste quelqu'un qui, je sais pas, insulte un de ses collègues. Ce n'est pas juste s'il s'est levé de travers le matin et il y a un problème. C'est aussi probablement une accumulation de dysfonctionnements. C'est du travail qui n'est peut-être pas optimale, ou alors une grosse charge de travail. Voilà. En tout cas, on sait que ce n'est jamais un unique facteur qui va faire qu'on en arrive là. Souvent, c'est multifactoriel. C'est aussi des conséquences qui sont lourdes, tant pour les humains que d'un point de vue opérationnel, mais aussi du point de vue juridique. Et elles doivent être traitées dans un cadre institutionnel, elles doivent être mises en lien avec votre règlement intérieur, par exemple, avec tout ce qui va vous permettre d'agir pour faire cesser ces situations. Alors, si on doit identifier quelques situations de violence en tant que telles, celles qui ont une typologie établie, que je vous ai traité, tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, donc le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agressions ponctuelles, dont les agressions sexuelles également, les violences sexistes, les maladresses relationnelles, ainsi que les conflits. Voilà, alors en soi, vous allez me dire, mais oui, mais le conflit, oui, il n'est pas toujours négatif. Je viendrai faire un focus tout à l'heure dessus. Le conflit, il n'est pas toujours négatif. Il s'agit aussi, si on cite des experts sur la question, on a des belles littératures sur, par exemple, le conflit professionnel.
Voilà, et quand il s'agit d'échanger sur une pratique professionnelle sur laquelle on n'est pas d'accord, ça ne pose pas de problème. Or, souvent, le conflit, il a été ancré dans le temps, il n'a pas été régulé et il n'a pas su être dépassé par les interlocuteurs. Donc c'est plutôt celui-ci qui va nous gêner, nous, et qu'il faudra faire cesser puisqu'il vient instaurer aussi un cadre de violence et une récurrence. Voilà, justement, donc la transition est parfaite. Donc le conflit, il est défini comme toute situation d'hostilité et d'affrontement intentionnel qui a pour cadre l'entreprise et qui va affecter son fonctionnement, son organisation et son activité, et qui vont percevoir une certaine incompatibilité dans les projets et qui vont tenter par le recours de moyens contraignants de faire triompher leur volonté. Donc ça, c'est Christian Tuderose qui est un ponte en la matière qui l'exprime. Et en fait, donc on identifie une cascade dans les conflits qui commence déjà par une divergence de point de vue, d'opinion ou de valeurs, qui vient instaurer ensuite une situation de tension, puis ensuite des blocages avec un conflit larvé. C'est bien souvent là, d'ailleurs, nous, qu'on nous demande d'intervenir, parce qu'on nous dit « Ah là là, mais ça fait longtemps que ça dure, on aimerait bien que ça s'arrête ». Et ensuite, donc, des conflits qui vont être ouverts. Et là, qui, en plus, peuvent ils peuvent rejaillir sur l'équipe. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vous propose de m'arrêter une fois que je vous ai présenté ce que c'est que le conflit pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Le conflit au travail, en fait, il y a quand même 9 salariés sur 10 qui nous partagent le fait d'être concernés par cet aspect-là. Et 85% des salariés avouent être confrontés à des conflits, 9% de manière constante ou fréquente. Donc voilà, on voit bien que là, il y a quand même des situations qui probablement sont larvées ou sont tues et qui ont des impacts négatifs sur les collectifs de travail et sur la bonne coopération et collaboration. Alors, je vais voir à quoi correspondent les maladresses relationnelles. Alors, les maladresses relationnelles, j'ai toujours pour exemple une situation qui par ailleurs m'est arrivée. Un jour, d'aller dans un bureau avec des collègues dont j'avais besoin d'une information. Et ce jour-là, je pense que je devais être un petit peu stressée ou je devais être un petit peu préoccupée par un sujet. Et je suis arrivée dans le bureau, je me suis adressée à la personne en disant est-ce que ce serait possible de me donner tel document ? Et en fait, on m'a reproché derrière de ne pas avoir dit bonjour. Clairement, je n'avais aucune espèce d'intention de nuire et d'être désobligeante. Pour autant, c'était une maladresse relationnelle. J'ai effectivement omis le fait de dire bonjour. De la même manière, je pense qu'il nous est tous arrivé d'envoyer un mail voilà, un peu sur le vif, sans faire une jolie tournure de phrase, sans avoir trop fait attention à la manière dont on est en train de s'adresser aux personnes. Voilà, ça, ce sont des maladresses relationnelles. Alors, de façon isolée, il n'y a pas d'impact majeur. En revanche, dans la répétition et dans un collectif, en fait, c'est là que ça devient une violence voilà, qui est envahissante et qui est très difficile après, puisqu'elle va conduire à d'autres situations bien plus délétères. Comment est-ce qu'on passe d'un stade à l'autre? Alors évidemment, ça se fait de façon tout à fait naturelle et insidieuse. Il n'y a pas un moment donné où on décide de passer au stade d'après, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation qu'il y a cette escalade-là, hein, étape que je vous ai décrite sur le conflit. Alors cette étude qui date de 2009, non, à ce jour, je n'ai pas d'informations plus récentes. Voilà, aujourd'hui, je vous présente globalement les typologies, donc c'est vrai que je n'ai pas prévu de m'attarder sur un autre. En fait, c'est plutôt de vous faire le panorama des violences internes. Je vais poursuivre, notamment sur le sujet suivant qui concerne les incivilités numériques. Et moi, je voudrais aussi vous demander si vous estimez que vous aviez déjà été concerné par des incivilités numériques. Je vais vous laisser répondre dans le chat à ma question. Est-ce que vous avez, selon vous, déjà été concerné par des incivilités numériques ? D'accord, Magali. Ok,
Ok, bon, donc visiblement, il y a l'écho sur les incivilités numériques. Alors, je prends le temps de vous réexpliquer et de reposer le vocabulaire, les incivilités numériques. En fait, la civilité, si on essaye de faire un effet négatif, la civilité, négatif comme les photos, hein, c'est les règles de respect et d'attention mutuelle. C'est aussi de la courtoisie et c'est également des règles implicites de l'interaction avec autrui. Voilà, on ne va pas couper la... On n'a pas besoin de se répéter ces règles-là, en fait. C'est acquis pour nous. On est dans le cadre de l'entreprise et on sait que dans ce cadre de l'entreprise, il y a des règles à respecter. Les incivilités, quant à elles, comportements qui vont avoir tendance à violer les normes de respect mutuel propres au travail. Alors, il y a des incivilités qu'on a de façon quotidienne dans notre vie. Si vous êtes conducteur, par exemple, il y a beaucoup d'incivilités au volant. Les incivilités, c'est par exemple les doigts d'honneur, c'est les insultes, alors même qu'on n'entend pas, mais c'est aussi des gestes qui peuvent être des gestes d'humeur. Ça, ce sont des actes d'incivilité. Alors là où c'est plus compliqué, c'est qu'on est chacun dans notre voiture et qu'on a moins ce cadre-là. Mais on voit bien que dans l'entreprise, ce n'est pas accepté et ce n'est pas acceptable. Il y a un cadre dans lequel on doit s'inscrire. C'est aussi des comportements déviants, des comportements que moi je vais appeler inadaptés, inappropriés, mais qui peuvent être aussi de faible intensité, c'est-à-dire des choses qui vont peut-être pas nous alerter au quotidien, où on va se dire « Oh, ça va, c'est une erreur ». À l'instar de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir dit bonjour en entrant dans ce bureau, voilà, c'est de faible intensité, c'est-à-dire c'est anecdotique. Sauf que cette anecdotique peut vite prendre des proportions et peut donc avoir vraiment des conséquences néfastes. Et avec une intention qui peut être ambiguë de nuire, c'est-à-dire finalement, c'est, comme on le disait tout à l'heure sur la question du conflit, peut-être vouloir imposer à quelqu'un quelque chose. Les incivilités numériques, elles sont médiatisées par les outils numériques. Elles sont aussi favorisées par la dématérialisation des échanges professionnels. Oups, je suis allée trop vite, je reviens en arrière. Hop. Voilà. Alors, parmi les exemples d'incivilité numérique qu'on peut retrouver, voilà, l'absence de mail, de bonjour, pardon, dans le mail. On a aussi les copies de copies. Effectivement, je vois là le ton, la forme. Alors oui, le caractère en caractère 24 dans le mail alors que c'est en caractère 12 normalement, le rouge souligné, les je te remercie de bien vouloir, voilà, toutes les formulations comme ça qui vont avoir cette manière-là de se retrouver. C'est aussi les incivilités numériques, c'est par exemple quand vous êtes connecté sur votre outil de communication, hein, donc je pense à Teams et Skype notamment, vous avez les notifications de ces notifications de présence, quand elles ne sont pas respectées, quand vous n'êtes par exemple pas disponible et que vous avez des personnes qui vous écrivent incessamment en vous disant ah je vois que t'es pas connecté, mais bon, et qui continuent à envoyer des messages, voilà, ou alors à des horaires qui sont plutôt inadaptés et plutôt inappropriés. Tout à fait, le webinaire est disponible en replay, absolument. Voilà, donc ça, c'est effectivement un exemple d'incivilité qu'on va recevoir au quotidien. Alors, quand il y en a un isolément, encore une fois, ça a moins d'impact, mais quand on en a 10 dans la journée, qu'on reçoit les mails le soir, les week-ends, qu'en plus de ça, il n'y a pas les formulations adaptées, etc., ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur les personnes. Je vois une question, est-ce que la crise n'a pas exacerbé? Alors, je ne pense pas que ça soit une question de crise. Je pense que c'est vraiment l'utilisation massive des outils numériques qui fait aussi que parfois, quand on s'adresse à quelqu'un en vrai, on se rappelle le cadre de la civilité. Or, quand on est derrière son écran, on a aussi ce sentiment d'être un peu protégé. Par exemple, je ne sais pas si vous avez, et j'imagine que oui, bien sûr, mais animé des formations ou reçu une formation en distanciel. Moi qui suis animatrice de formation, c'est très difficile pour moi d'animer une formation où j'ai toutes les caméras éteintes, tous les micros éteints. Et bien, du coup, on a aussi le sentiment que comme on est à distance, ça a moins d'impact, que ça va avoir moins d'impact sur les personnes. Donc, ce n'est pas tant une question d'exacerber les susceptibilités que le fait qu'on a un joli cocktail de plusieurs situations qui vont générer des impacts tels que ceux-ci. Concernant le cadre légal, je vais vous poser d'abord une question. Donc, je vais ouvrir le chat. Là, que je retrouve ma fenêtre, elle est ici, voilà. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est avez-vous déjà rencontré des manifestations particulières en termes de conflits et de tensions depuis la mise en place du télétravail? Alors, jamais, oui, de temps en temps ou très souvent.
Je vais pouvoir fermer le sondage, si tout le monde a pu y répondre. Voilà. Alors, vous pouvez cliquer directement dans le sondage, hein, parce que là, je vois que vous écrivez dans le chat, mais vous avez le sondage qui est ouvert et vous pouvez y répondre. Là, donc, j'ai encore quelques réponses. J'ai beaucoup de jamais, enfin, j'ai beaucoup de oui de temps en temps. Voilà, ça oscille, ça oscille. Encore un peu, je vous laisse. Avec la création des alternatives groupe WhatsApp. Ah oui, oui, alors le groupe WhatsApp qui est encore un sujet, notamment en termes de RGPD, hein, qui doit être traité. Voilà, je vais fermer le sondage et je vais le partager avec vous. Voilà, donc nous avons un total de, hop là, il est là, de 27 jamais, 63% de temps en temps et de 11% de très souvent. Donc, voilà, les manifestations en lien avec de conflits ou tensions depuis la mise en place du télétravail, visiblement, est assez parlante pour vous. Je poursuis donc sur le cadre juridique. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit du télétravail, parce que bien sûr, le télétravail vient s'inscrire dans le cadre juridique. Hein, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Alors, la loi, avant tout, hein, bien sûr, c'est la première chose. Il s'agit de l'obligation légale de l'employeur. En substance, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la santé, la conserver, bien sûr, de ses collaborateurs, de ses salariés. Il doit donc mettre en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également faire en sorte d'évaluer les risques professionnels et faire en sorte que tous ces risques-là disparaissent. Hein. L'article numéro 1 des 9 principes de la prévention, c'est supprimer le risque, ou en tout cas faire en sorte qu'il ait le moins d'impact possible. Donc, on voit bien que quand on parle des violences au travail, bien sûr que l'obligation légale de l'employeur, c'est de faire en sorte que ces violences n'apparaissent pas ou disparaissent au plus vite. Voilà, ça, c'est l'action à mener au plus tôt et au plus vite. C'est une responsabilité, donc comme je le disais, hein, qui nécessite de prendre les mesures nécessaires pour la santé physique et mentale. Ce sont aussi des mesures de prévention, des actions d'information. Donc, typiquement, celui-ci, que moi, je peux être amenée à animer dans d'autres entreprises, fait partie des dispositifs de sensibilisation, de formation. C'est aussi une organisation et des moyens adaptés. Alors, évidemment, si on ne met pas en place des moyens, par exemple, bien utiliser ces outils numériques, c'est un moyen qui permet de réguler les difficultés qui peuvent être rencontrées et qui peuvent générer notamment des incivilités numériques. Et puis, donc, des ajustements en termes de changement et d'organisation. En substance, ici, c'est donc de la prévention primaire. Nous savons aussi qu'il y a le droit à la déconnexion qui vient circonscrire le cadre juridique, quand je vous parle des incivilités numériques, quand je vous parle du télétravail. Et donc là, c'est le droit du salarié à se déconnecter de ces outils numériques professionnels et à ne pas être contacté par son entreprise en dehors de son temps de travail habituel, y compris lorsqu'il est en télétravail. Donc, si vous voulez, je vous prends un exemple, mais quand, en tant que manager, il peut nous arriver parfois d'être un petit peu submergé par notre activité et d'envoyer un mail en dehors du temps de travail, en fait, ça a un impact. C'est-à-dire que quelque part, on se dit c'est permis, c'est autorisé. Est-ce que ça veut dire que moi, en tant que collaborateur, je dois y répondre? Est-ce qu'on attend cela de moi? Bon, voilà. Et ça, ce sont des questions qui jusqu'ici avaient été peu posées au sein des organisations, peu réfléchies. Donc, il est vrai qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir se poser ces questions-là et d'apporter un cadre et une structure qui permet de ne plus être dans cette situation. Je poursuis. Nous avons également les ANI, les accords nationaux interprofessionnels, notamment celui du télétravail, qui précise que la définition du télétravail, c'est aussi celle du champ des postes, alors, qui sont donc en lien avec les postes télétravaillables. C'est également le principe de double volontariat des parties. Voilà, il faut que l'employeur soit d'accord, mais également le salarié. C'est aussi la motivation du refus de l'employeur lorsqu'il y a une demande de télétravail et qui est donc refusée, il faut que ça soit motivé. La prise en charge de frais professionnels et puis l'équipement et l'usage des outils numériques qui doit permettre l'utilisation, enfin la mise en place de ce télétravail. Alors, les 9 principes de la prévention, je vous en parlais tout à l'heure. Le premier, donc, c'est éviter les risques. Le deuxième, évaluer les risques. Et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à réfléchir à des moyens et une organisation qui va permettre de prévenir les violences au travail,
De ce fait, nous sommes en prévention primaire et donc en théorie, on devrait avoir beaucoup moins de difficultés. Et comme je le disais, ça passe également par l'information et de la formation. Et ça, par exemple, c'est le point numéro 9, donner les instructions appropriées aux télétravailleurs. C'est donc leur donner les moyens de reconnaître quand il y a une incivilité, quand il y a une situation de violence. Donc, c'est de les outiller aussi pour lutter contre ces situations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planifier la prévention, il faut mettre une organisation. Donc, ça veut dire peut-être des process aussi, hein, je vais vous en citer certains. Par exemple, le process d'alerte suite à une situation de suspicion de harcèlement. Ça peut être également des process en termes de violences internes et d'orientation. Et puis, les mesures de protection qui sont aussi collectives, qui doivent permettre de le faire. Alors, on a une obligation du point de vue de l'employeur, je vous en parlais à l'instant. Alors, j'ai vu effectivement une question tout à l'heure sur les CSE. Le CSE, lui, il a son droit d'alerte qu'il peut mettre en place en cas d'atteinte aux droits des personnes et un danger imminent. Le CSE, dans les entreprises de plus de 400 collaborateurs, il y a la mise en place de référents harcèlement, par exemple, si on doit parler d'un dispositif. C'est ce référent harcèlement, il est soit côté employeur, soit côté CSE. Idéalement, on a les deux. Et s'il est côté CSE, bah, il est en charge aussi de recevoir les alertes et de dans le dispositif qui est mis en place au sein de l'entreprise. Je n'ai pas connaissance, je vois la question sur les pays voisins en termes de violences internes, je n'ai pas connaissance des problématiques des autres pays sur cette organisation. Enfin, en tout cas, pas du tout sur cette organisation, sur cette problématique des violences internes. Ce qu'on sait, c'est que français, on y apporte beaucoup d'attention parce qu'on a un cadre légal qui circonscrit beaucoup. On sait par exemple que si on parle des pays, alors pas voisins, mais du coup beaucoup plus internationaux, je pense aux États-Unis, le code du travail n'est pas du tout le même. Donc c'est vrai que les enjeux ne sont pas du tout de la même manière. En termes d'enjeux, par exemple, on a plusieurs enjeux qui existent, hein. L'enjeu de santé des collaborateurs, bien sûr, hein, qui est quand même la base de l'obligation légale de l'employeur. Les enjeux juridiques, donc c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'impact juridique et financier, voilà, puisque tout ça a un coût quand même. C'est aussi un enjeu médiatique. Alors, par exemple, là, j'ai une de mes collègues qui me parlait encore hier de Balance ta startup, qui est peut-être quelque chose que vous connaissez, et qui parlait du name and shame, hein. Donc, c'est le fait de désigner un employeur, voilà, un employeur, on va dire, potentiellement une start-up, qui aurait des pratiques voilà, délétères, donc le name and shame, qui fait partie voilà, des enjeux médiatiques. Hein, donc certains prennent deux axes. Le premier, c'est de dire on sait que ça va arriver, donc on laisse faire et puis on gérera la crise. Et puis d'autres qui sont davantage dans l'anticipation, qui vont mettre en place des dispositifs pour lutter contre l'apparition de ces éléments. Le dernier, du coup, acteur garant, c'est les collaborateurs. Donc lui, il a un recours du point de vue de l'action pénale. C'est aussi la déclaration potentielle d'accident du travail et puis la protection des données personnelles également, quand on reparle de l'aspect du juridique. Si maintenant je dois vous donner quelques pistes, notamment selon notre compréhension de où nous en sommes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire, et également notre proposition de régulation. Je vais prendre le soin de répondre à quelques questions par ailleurs. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Donc, nous avons comment implique-t-on le CSE dans les situations de conflit? Là, j'ai répondu partiellement en indiquant qu'effectivement le CSE était référent. Enfin, il pouvait être l'un des membres du CSE pouvait être membre référent du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Et puis, nous avons aussi le rôle que vous occupez en tant que membre du CSE au quotidien sur comment vous accompagnez les collaborateurs en difficulté dans ces situations, comment vous les orientez. Voilà. Prévention, obligation de moyens ou de résultats. Alors, il y a une jurisprudence pour ça. On m'entend, a priori, tout est revenu à la normale.
Voilà. J'ai eu a priori une petite déconnexion. Je vous prie de m'excuser pour ce contretemps. Voilà, c'est parfait, a priori. Donc, oui, je répondais à la question sur l'obligation de moyens de résultats. Donc voilà, donc obligation de moyens, de résultats jusqu'ici, de moyens renforcés, la jurisprudence Air France qui nous a reconduit à réenvisager le fait que le résultat était évidemment l'idéal, mais que parfois on avait mis probablement tous les éléments en place et que le résultat n'apparaissait pas. Donc voilà. Je vous invite à consulter cette jurisprudence qui est accessible assez facilement. Est-ce qu'il y a des résultats quant à l'utilisation de sites ou de réseaux sociaux à des fins privées pendant le temps de travail? Alors moi, je n'ai aucune information sur ce champ-là. Il faudrait faire des corrélations entre, par exemple, je sais pas, le pic d'utilisation d'Instagram à certains horaires de la journée. Bon, ça pourrait être déjà des indices, mais non, je n'ai pas d'informations plus précises. Si je reviens à quelques questions, voilà, tout est revenu, parfait. Référent agissement sexiste et harcèlement sexuel dans les entreprises de plus de 250, merci pour la correction, parce qu'effectivement, j'ai dit 400, mais c'est 250. Voilà, donc je vous propose maintenant d'évoquer les quelques pistes d'action possibles et envisageables. Et de me répondre notamment dans le chat, selon vous, comment est-ce qu'on peut prévenir ces situations de violence interne ? Voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Alors, je vais répondre à la question de Sophie qui pose la question de l'obligation de mise en place de référents. En fait, ma proposition, et qui est déjà une mesure de prévention, pour moi, ce serait d'avoir un référent quoi qu'il en soit, pour pouvoir traiter ces sujets-là et orienter les collaborateurs qui se sentiraient impactés par ces situations. Donc, voilà, l'obligation, elle est à partir de 250. Maintenant, quand on met en place une prévention primaire des risques psychosociaux et un ensemble de dispositifs qui permettent de lutter contre ces situations, j'estime que la mise en place d'un référent, d'une formation et d'un process permet normalement de lutter contre ces situations. Alors, il y a beaucoup de réponses. Je ne vais pas pouvoir tout consulter maintenant. Peut-être, Emmanuel, si tu peux en mettre quelques-unes me mettre quelques-unes en favori, puis je prendrai le temps d'y répondre juste après vous avoir présenté quelques éléments. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'individualisation du travail. Très intéressant, il y a eu des études qui ont été menées sur ce sujet-là et qui m'ont évidemment permis de me documenter. Déjà, il y a la précarisation du travail. On a une augmentation des CDD, des modèles d'intérimaires, etc. Donc ça, c'est la précarisation du travail qui vient s'augmenter avec le temps. On a aussi une augmentation du recours à la sous-traitance. On a par exemple beaucoup de personnes qui sont en auto-entrepreneur, par exemple, et qui vont se mettre au service des entreprises. Donc, qui fait aussi qu'on avait beaucoup de services qui étaient internalisés au sein des entreprises et qui aujourd'hui tendent à s'externaliser. On a aussi donc le changement du travail, notamment en rapport avec l'aspect générationnel. Moi, j'aime toujours bien prendre cet exemple-là de ma grand-mère qui, quand elle était encore en vie, me disait « Ah, comment ça se passe ton travail ?» Alors bon, moi, évidemment, toute pleine de mon engouement, je lui racontais que mon travail avait beaucoup de sens, que j'adorais ça, que j'étais passionnée par ce que je faisais. Bon, en substance, ce qui l'intéressait, c'était de savoir si je pouvais payer mon loyer à la fin du mois. Et elle, son appropriation du travail, c'était celle-ci. C'est-à-dire, c'était le travail, ça sert à avoir une sécurité. Ça sert à payer son loyer, à payer la nourriture. Moi, le travail, aujourd'hui, ça me donne du sens dans ce que je fais et ça me permet d'évoluer et d'avoir beaucoup de motivation. Voilà, on voit bien que là, on a un rapport au travail qui a complètement changé, notamment aussi, par exemple, sur le fait qu'on rentrait dans une entreprise. Alors, je vais vous parler de ça il y a 50 ou 60 ans. On rentrait dans une entreprise, on y passait toute sa carrière. Eh bien, aujourd'hui, on va faire des petits sauts de puce, on va faire 3 ans par-ci, 2 ans par-là, 1 an et demi, etc. Et puis, on a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, des nouvelles générations, donc génération Y, qui vont avoir une tendance, Y et X,
bientôt Z, qui vont avoir tendance en fait à se dire mais en fait moi mon travail je veux qu'il soit en adéquation, je veux plus d'équilibre vie professionnelle vie privée, je veux davantage trouver du sens dans mon activité et si ça me convient pas je m'en vais. Et en fait on voit qu'aujourd'hui il y a une transformation, c'est-à-dire qu'avant on arrivait dans un travail, on se sentait déjà chanceux d'avoir ce travail-là et aujourd'hui on a davantage d'exigences vis-à-vis de ce travail, on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi avec des horaires de dingue, avec des conditions de travail inacceptables. Et ça va aussi conduire à un raccourcissement des carrières professionnelles et des réorientations en augmentation. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont dans leur entourage des personnes qui se sont dit, mais en fait, je crois que je ne suis pas en adéquation avec ce que je fais, je pense que je vais me réorienter. Alors c'est vrai que du coup, ça va aussi avec la mouvance du départ, notamment des grandes villes, hein, par exemple. On a aussi des métiers qui sont plus des métiers, par exemple, d'artisanat. Voilà, donc on a effectivement une évolution de toute cette considération-là qui tend en fait à l'individualisation du travail. Donc le sens du travail, il est interrogé jusqu'à sa mise à distance. Et puis des aspirations, voilà, comme je l'indiquais, d'équilibre professionnel vie privée. Donc ma compréhension, c'est aussi que ces nouvelles modalités de travail, elles mettent en tension les individus, avec notamment parfois le recours excessif au numérique, qui tend à augmenter aussi les exigences cognitives. Alors c'est vrai que j'en ai peu parlé jusqu'ici depuis le début de ma présentation, mais les exigences cognitives, c'est à la fin de la journée, quand on se dit « oh là là, j'ai l'impression que j'ai la tête qui va exploser », mais on a tous probablement en tout cas connu ça, c'est par exemple le fait d'enchaîner des visios toute la journée. Alors même qu'une réunion, on a au moins l'occasion de se déplacer d'un point A à un point B, de pouvoir faire ne serait-ce qu'une pause technique. Dans les visios, souvent elles s'enchaînent et on n'a même pas le loisir de pouvoir s'interrompre pour pouvoir ne serait-ce que prendre une pause. Et puis, le fait aussi d'avoir ce qu'on appelle des tâches en parallèle. Hein, donc, le fait, par exemple, de traiter un mail pendant qu'on est en visio. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont d'ailleurs en train de le faire actuellement. Voilà, ça vient augmenter en fait les exigences cognitives, ce qu'on appelle autrement la charge mentale, hein, qui est un sujet qui est très, très en vogue aussi en ce moment. C'est aussi un travail collectif dont les conditions de partage ne sont pas suffisamment réfléchies et pensées. C'est-à-dire, encore une fois, nous n'échangeons pas de la même manière quand on est en distanciel que quand on est en présentiel. Il y a des choses que l'on peut se dire de façon informelle entre deux portes quand on partage son bureau et qu'on ne peut pas se dire ou qu'on ne pense pas à dire quand on est en distanciel. Voilà. Et puis, c'est aussi le droit à la déconnexion qui est parfois complexe, notamment avec l'augmentation du recours au droit à la déconnexion, du télétravail, pardon. Donc, comme conséquence, qu'est-ce que ça génère ? Ça va avoir tendance à générer des mises en tension des individus avec un sentiment de solitude. Je suis sûre que là aussi, vous avez probablement des personnes qui vous ont dit moi, le premier confinement, ça a été extrêmement dur. Je me suis sentie très isolée, très seule. J'avais peu de liens avec mon entreprise, c'était compliqué. C'est aussi donc une augmentation des tensions interpersonnelles suite à la disparition de cette communication dite informelle qui permet de réguler les échanges, et ces petites fameuses incivilités dont on parlait tout à l'heure qui viennent grignoter finalement aussi la qualité de la relation et le respect. Des injonctions de vigilance à préserver la dynamique collective sans en avoir les moyens, c'est-à-dire alors oui, on va mettre en place des cafés Skype, des cafés Teams le matin pour conserver et privilégier la convivialité. Mais à la fois, ça ne garantit pas le fait que cette convivialité, elle ne se décrète pas, elle se vit, elle se fait aussi de moments qui sont partagés. Et puis, donc, des conflits dans la conciliation des temps de vie professionnelle et vie privée qui, là aussi, vont finir par tendre les situations. Alors, par exemple, si on devait résoudre un conflit, on pourrait tout à fait faire appel à la médiation. Alors, la médiation, elle nous permet de pouvoir structurer et de pouvoir répondre à une conciliation entre des individus. Alors, 2 individus, ça c'est notre approche au sein du groupe Gélo. Une médiation se fait entre 2 personnes. Elle est faite avec donc des entretiens visuels qui vont permettre aussi de pouvoir nommer les émotions qui sont traversées sur l'instant T dans le conflit, puisque souvent aussi on a du mal à les évoquer. Nous avons également le fait de rétablir des principes de qualité relationnelle dans chacune des parties prenantes, et puis aussi réfléchir à des options dans la résolution du conflit.
Puis ensuite, on a une réunion conjointe qui va nous permettre d'évaluer des solutions possibles et puis le choix de solutions plus adaptées. Et le médiateur, lui, doit s'assurer de l'implication des parties. Il est très important dans la médiation qu'on ait bien l'accord des deux parties et le volontariat des deux parties. Sans quoi, bien évidemment, cette médiation risque de ne pas permettre de résoudre la situation de conflit. Alors, si maintenant je vous évoque la lutte contre les violences internes, je vais parler de l'enquête. Alors, je parlerai ici notamment de l'enquête pour suspicion de harcèlement. Voilà, donc notamment la mise en avant d'une enquête, la formalisation et le partage d'un dispositif clair en matière de traitement des situations, qui sont souvent d'ailleurs absentes, puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait d'être référent harcèlement. Eh bien, nous avons également l'objectif de l'enquête pour suspicion de harcèlement qui permet, dans une situation présumée de harcèlement, d'établir la réalité des faits allégués par les salariés et l'origine de l'alerte. Pour ce faire, l'enquête s'appuie sur tous les documents, les témoignages qui vont permettre d'établir l'exactitude des faits évoqués par la victime présumée. Les conclusions de l'investigation, elles doivent permettre d'éclairer l'employeur sur la décision qu'il doit prendre et il doit également nous permettre de prendre les mesures appropriées, donc le fameux cadre légal dont on parlait tout à l'heure. Et également, il s'agit donc d'une aide à la décision sur les dispositifs et les dispositions qu'il doit prendre. Il ne se substitue en aucun cas à une mesure disciplinaire. L'enquête n'est pas une mesure disciplinaire. Et puis, seul le juge va pouvoir valider si effectivement il y a une situation de harcèlement ou pas. Dans les derniers éléments que moi je peux vous proposer en termes de réflexion et de pistes, c'est également le fait de pouvoir mettre en place des accompagnements à des collectifs dégradés, donc ce que nous on appelle un diagnostic de situation d'équipe en tension. Et nous, on a une approche qui vise à rétablir la communication, donc c'est un mini-diagnostic qui doit se faire sur un périmètre assez circonscrit d'une équipe assez réduite, et également de pouvoir permettre à chacune des parties de s'exprimer. Elle doit aussi pouvoir permettre d'établir un état des lieux de la situation, de manière à ce que les personnes puissent partager cet état des lieux, leur ressenti, leur compréhension de la situation. Et puis, on se base sur 3 grands axes qui sont le management et l'autorité, donc les règles, comment le travail est réalisé et organisé, l'activité de travail en tant que telle, c'est-à-dire quels sont les éléments qui viennent impacter les salariés, donc l'activité de travail, les processus de régulation, les interactions qui existent aussi avec d'autres personnes. Et puis, ensuite, vous avez le dernier point qui concerne les relations entre les membres du groupe et la perception des membres du groupe entre eux, donc c'est-à-dire comment le groupe interagit les uns avec les autres. Alors, il y a une vigilance particulière sur cet aspect-là, c'est le fait que il y a un accompagnement managérial qui doit être extrêmement présent et qui doit permettre justement au manager de pouvoir se saisir de ce qui est partagé et de pouvoir mettre en place un plan d'action qu'il va délivrer lui aussi à son niveau. Voilà, ça c'est vraiment un point clé de réussite pour l'avoir vu à plusieurs reprises, sans quoi voilà, l'action ne permet pas d'avancer. Alors, on a évoqué également des aspects donc, de formation. Alors, parmi les formations qu'on peut imaginer, manager, prévenir les violences internes, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, les agissements sexistes, sous format en présentiel, en distanciel ou en webinaire. On a également, nous, à disposition des webinaires pour essayer d'être dans du blending learning, à la fois pouvoir accompagner en présentiel sous un format plutôt accompagnement des managers ou des collaborateurs ou des acteurs clés, ou alors voilà, aussi pouvoir permettre de donner accès à un premier niveau d'information pour partager ce vocabulaire. C'est aussi donc les préventions des luttes contre le harcèlement, les violences internes, etc. Agir en faveur de la qualité relationnelle et prévenir les conflits. Donc là, c'est plutôt sous le format plutôt qui empruntera l'aspect médiation. Et puis prévenir les risques psychosociaux de façon beaucoup plus large et plus globale. Je vais prendre le soin maintenant de pouvoir répondre encore à quelques questions. Voilà, pour qu'on puisse effectivement échanger. Alors, je vais aller regarder si nous avons quelques commentaires sur lesquels je peux répondre. Emmanuel, est-ce qu'on a des commentaires en favori peut-être Les solutions sont propres à chaque entreprise à partir de l'analyse des causes des situations. Tout à fait, je vous rejoins complètement Frédéric sur cet aspect-là. Donc, les situations de conflit, nous retrouvons souvent face à un bloc, la RH, le manager, la médecine du travail, qui ne prend pas ses responsabilités. Le plan d'action est souvent avorté. Alors oui, c'est bien dommage, effectivement, et c'est là où ça peut être intéressant de faire intervenir un tiers extérieur, donc un cabinet de conseil comme le nôtre, puisque nous allons aussi pouvoir impliquer l'ensemble des parties prenantes
Oui, tout à fait, le PowerPoint sera disponible, on vous le mettra à disposition, absolument. Voilà, donc c'est aussi pouvoir impliquer donc toutes les parties prenantes. Donc souvent dans les diagnostics de situation dégradée, de situation de tension, on met en place des comités de suivi ou des comités de pilotage, justement, pour nous assurer que ça viendra bien aider à la résolution de cette situation. Des dispositifs concrets, alors oui, je pourrais en donner plein, j'en ai beaucoup d'exemples. Le temps qui m'est imparti, malheureusement, me permet pas de vous donner des exemples, mais je vous invite à prendre contact avec moi et puis je me prendrai un grand plaisir à le partager avec vous. Merci pour ceux qui me remercient. Merci pour vous de votre participation et de votre présence. Je peux encore prendre quelques minutes si certains le souhaitent pour répondre à quelques questions. Tout à fait, vous avez également le replay qui est disponible voilà, sur la plateforme. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions? Voilà. Le mode de fonction. Alors, co-construire un mode de fonctionnement relationnel, des règles concrètes de fonctionnement avec les outils numériques, notamment, absolument, c'est une bonne proposition d'action. La communication et la médiation pour les conflits, vous proposiez en action de prévention, en impliquant la politique zéro tolérance face à ce type de comportement. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'invite à faire, notamment de l'afficher en termes de politique intérieure. En revanche, il faut effectivement donner aussi les moyens aux managers de pouvoir agir pour lutter contre ces situations. Voilà, je vais prendre juste encore 30 secondes pour pouvoir répondre et sinon je vais pouvoir vous laisser. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui se posaient la question, le PowerPoint sera à disposition. Vous avez également le replay qui est disponible, mes coordonnées qui sont juste là. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup pour vos retours sur cette animation. Je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que ça a répondu à certaines de vos attentes ou interrogations, ou en tout cas que ça vous aura donné des pistes de réflexion en interne. Alors, le rôle des délégués du personnel, peut-être pour la dernière question, c'est un rôle comme un collaborateur et comme un membre du CSE, c'est aussi de pouvoir conseiller, orienter les collaborateurs qui seraient impliqués dans ces situations et être capable de pouvoir guider les collaborateurs. Oui, très bien. Voilà, écoutez, merci à tous. Je me tiens à votre disposition pour plus d'informations et plus de compléments. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.